J'ai triché, j'aime bien écouter les podcasts sur lesquels j'interviens comme ça. S'il y a des choses pour lesquelles il faut que je me prépare, je connais un peu les rituels. Oui. Et puis surtout, ça me permet aussi de me mettre dans le mood, tu vois. Ouais, c'est clair, t'as bien fait. Mais t'as dû en faire beaucoup, toi, des podcasts, du coup, des interviews. Je crois que ça commence à faire pas mal, j'ai pas compté. Ah ouais, c'est clair. Parce que ça fait longtemps. Aline, toi, moi, quand je me suis lancée, t'étais la rosta des. Pourquoi tu parles au passé? Non, mais je veux dire. Non, mais c'est. Super. Non, c'est pas au passé, mais je veux dire, t'étais une des seules. Enfin, je suis désolée, mais t'es une des pionnières, tu vois. C'est la réalité. Merci. Non, tu le vois pas comme ça? Ça fait un peu mamie vibe maintenant. Non, pas du tout. Non, mais merci, je prends le compliment. Franchement, ah oui, de ouf. Enfin, moi, je me rappelle, tu sais, quand tu t'inspirais il y a quelques années, il y avait pas beaucoup de nanas sur le marché qui avaient créé ce que toi t'avais créé. Aujourd'hui, on est tellement nombreuses. Enfin, ouais, c'est bien. C'est bien, on carrément. Est contente. Oui, non, mais carrément. Mais du coup, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Et moi, je me souviens très, très bien de toi quand je me suis lancée, parce que ça faisait partie des personnes qu'on regardait. Ah ouais, incroyable, comment elle a fait, ok. Moi, je me rappelle une fois, j'étais allée sur ton site internet. Je me disais, mais c'est tellement bien pensé. Tu vois, genre, t'as un article, t'as le truc, ça propose d'aller sur le e-book, le machin. Moi, je connaissais pas tout ça. Et ça m'avait vraiment impressionnée. Le monde merveilleux du marketing digital. Oui, complètement. Comment tu vas, Aline ? Bah écoute, ça va bien, à la fraîche. À la fraîche ? J'étais pas prête pour les températures parisiennes. On s'habitue bien trop vite au sud. Ouais, c'est un truc de dingue. Nous, on n'a pas vraiment d'hiver, en fait, on est un peu tout le temps au printemps. C'est ça, ou alors c'est très doux, quoi. Quand il fait en dessous de 8 degrés, les sudistes du 06 pensent qu'il faut sortir les bonnets, etc. Là, j'arrive, le moins un tape. Oui, mais en vrai, je suis très surprise. Après, on finira l'aparté météo. Mais je suis surprise, tu vois, je pensais que j'allais me cailler à Paris en mode stalactique. Et en fait, je trouve que ça va, qu'on est plutôt... Toi, tu trouves que ça va, toi ? Ouais, okay. Vraiment. Non ? Toi, ouais, non, ok, bon, peu importe. Mais moi, je me suis dit, il fait pas si froid que ça, on est quand même pas si mal. Donc, en tout cas, on est bien ici. Ouais, voilà. Nous, de toute façon, on est toujours au wagon-bar, il fait chaud, on bouge pas, on sort plus. Moi, je suis là, je ne bouge pas de la journée, je ne sors même pas dehors, pour te dire. Donc, t'as bien raison. Oui. Je t'envie. Je peux me rester après ? Oui, tu pourras rester. Ça te plaît, le wagon-bar ? Tu te sens bien ? Eh ben écoute, c'est je crois que la première chose que je t'ai dit en arrivant, je me suis dit trop bien la déco, trop bien le côté cocooning, complètement fan de tes fauteuils, il me faut les mêmes. Ouais, ils sont beaux, hein. Voilà, ils sont trop complètement fan des mugs aussi, pareil, il me faut les mêmes. Je pense que je ferai mon shopping avant de partir. Eh ben écoute, je te donnerai la liste de si des jamais produits. il manque des items. C'est clair. Bon, ma chère Aline, beaucoup de monde te connaît déjà, mais est-ce que tu nous ferais pas un petit topo sur toi ? Qui es-tu ? Alors, quand on est là depuis longtemps, comme tu disais, on a plein de choses à raconter. Donc, généralement, je me présente en 3 bullet points pour rester assez concise. Wow. Le premier, je dis que je suis coach de business parce que c'est mon métier de base. Je suis coach diplômé depuis 2020 maintenant. Puis, j'accompagne les entrepreneurs, plutôt profils qui n'arrivent pas encore à vivre de leur activité, qui comprennent pas vraiment ce qui ne fonctionne pas parce qu'ils ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, à comprendre les clés de l'entrepreneuriat, les clés du marketing, de la prospection, de se faire connaître, etc. pour qu'ils puissent développer l'activité qu'ils ont envie de développer, vivre de leur business et que tout se passe bien. Donc ça, c'est mon premier métier. Le second métier, c'est fondatrice de The Bee Boost, qui est l'entreprise à travers laquelle je fais ça. Mais comme maintenant, il y a les salariés à manager, il y a toute une équipe, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Je compte ça comme une seconde casquette, qui est celle de manager, leader, CEO, etc. Et mon troisième métier, c'est que je suis aussi hôte du podcast Je peux pas, j'ai business, qui m'accompagne au quotidien. Voilà, podcast à destination des entrepreneurs qui veulent découvrir des stratégies pour faire décoller leur activité. Trop bien, ce podcast d'ailleurs. Je te remercie. Tu l'as lancé il y a combien de temps, ton podcast ? Il a été lancé en 2019. Ah oui, et tu vois, pionnière. Encore. Non, mais c'est vrai, 2019, franchement, il y avait très peu de podcasts en France. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup et je me souviens de m'être fait la réflexion à l'époque qui avait déterminé toute ma ligne éditoriale que j'ai encore aujourd'hui. C'est qu'il existait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, mais c'était beaucoup des choses type interview d'autres entrepreneurs, partage inspirant, etc. Il y avait le podcast de Pauline Léniaud qui à l'époque s'appelait encore Le Gratin. Grave. Il y avait le podcast de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et moi j'adorais ces podcasts et en même temps je me disais mais moi j'aimerais aussi juste entendre les gens qui disent qu'est-ce qu'ils font dans leur business, c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leurs conseils pas à pas, etc. Et ça, il y avait très peu, voire même pas du tout. Et donc, je me suis dit, moi, je vais créer un podcast où il y aura principalement des épisodes solo. Et l'idée, c'est de donner aux gens des plans d'action, des tutos, de faire quasiment une formation audio, épisode par épisode. Et j'ai vraiment designé le podcast. Et encore aujourd'hui, il est comme ça. Et heureusement, maintenant, on est plusieurs. Il y a d'autres podcasts qui ont popé qui font à peu près la même chose. Et je trouve ça génial parce qu'on a vraiment
l'information est devenue très transparente et on peut trouver la manière de faire ce qu'on veut quasiment gratuitement et quasiment instantanément. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup à faire les choses différemment. Tu vois, ce qui va fonctionner pour toi va peut-être pas fonctionner pour moi. Et c'est hyper intéressant de voir un petit peu toutes les stratégies qu'il peut y avoir sur le marché, les réflexions business différentes qu'on peut avoir. Parce que finalement, même si les business peuvent avoir l'air de se ressembler, en interne, ça fonctionne pas forcément de la même manière. Exactement. T'as une petite surprise devant toi, Aline. C'est un petit mot qui est retourné. Okay. En fait, donc le petit rituel, je sais pas si tu avais remarqué, mais en fait, chaque invité, elle était en train d'hocher la tête pour celles qui ne voient pas la vidéo. Non, mais moi, je pense que des fois, je suis un peu trop contrôle fric, mais ça, j'ai fait mon repérage. J'ai fait mon repérage, je suis habituée, c'est bon, j'ai compris. Trop bien, trop bien. Et alors, c'est donc l'invitée précédente qui t'a écrit un petit mot. Alors, soit un petit mot, soit une question, on va le découvrir ensemble. Du coup, je t'invite à le regarder. Avec plaisir, merci. La personne savait qui j'étais ou pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais jamais. À chaque fois, elle nous pose les questions, genre, elle savait ou pas? Mais non, parce que comme il y a le prénom, tu dis. Oui, mais elle sait pas qui tu es. Ah, Aline, tu d'accord. vois, ça peut être. À chaque fois, je donne juste le prénom. D'accord, voilà, ok, trop bien. Alors, la question, je la lis à voix, j'imagine. Oui. C'est: quel est le cadeau mal emballé que m'a fait la vie? Cadeau déguisé, quoi. Cadeau déguisé. Il y en a tellement. Ah mais vas-y, raconte-nous tout. Vas-y, on est là, on est hyper curieux. Il y en a beaucoup. Je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'année dernière. J'en ai pas parlé dans ma présentation, mais l'année dernière, j'ai racheté une entreprise pour la première fois de ma vie. Ça faisait partie un petit peu de ma vision, etc. Et en fait, je pense que c'était un peu trop tôt pour moi de le faire. Donc, c'est une expérience qui m'a un peu brûlée en termes d'énergie, etc. Qui m'a appris beaucoup de choses. Et je pense que c'était un cadeau mal emballé, puis un cadeau qui a coûté très cher aussi, mais où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur la résilience, le leadership. J'ai aussi appris où étaient mes limites. J'ai appris où étaient un peu parfois mes excès de confiance, de zèle aussi, on pourrait dire. Et donc, ça m'a permis, je pense, de beaucoup grandir et de devenir une toute autre entrepreneuse, manageuse, leaduse en quelques mois. Et je pense que j'aurais pas fait une telle transformation, en tout cas aussi confortable, dans un autre contexte que celui-ci. Donc, c'est le premier qui me vient en tête en lisant cette question. Incroyable. Incroyable je sais pas comment tu peux appeler ça, pas ce pivot, mais cet achat que tu as fait, donc de Charlotte. C'est ça. Que j'aime beaucoup, que j'ai pu rencontrer. J'ai échangé quelques fois avec elle, la pauvre. Elle a écouté mes vocaux d'entrepreneur en détresse. Elle est super, cette fille. Elle est vraiment super. Et c'est vrai que c'est incroyable ce que tu as fait. Et moi, j'avais vu passer cette information. Je me dis, putain, elle s'est chauffée, quoi. Tu vois, c'est énorme comme projet, quoi. Ah, mais c'était un gros projet, c'était passionnant, on a adoré monter ça de A à Z, c'était vraiment hyper cool d'avoir ce projet en commun. Après, je pense que littéralement, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Et est-ce que je pouvais le savoir en amont? Est-ce que j'aurais pu voir des signaux qui me l'auraient montré? Je sais pas, tu vois, comme on dit, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Maintenant, avec le recul, je vois certaines choses que je voyais peut-être pas sur le moment. En tout cas, ça m'a appris plein de leçons. Et puis, de toute façon, maintenant, le projet est lancé, donc je suis obligée de m'adapter. Et quelque part, c'est une belle opportunité de croissance de se dire, maintenant que la chose est là, maintenant que le bébé est là, je pourrais même dire, maintenant, il faut s'adapter, quoi. C'est énorme. Franchement, bravo en tout cas, parce que quelle audace, j'ai envie de dire... C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, toi qui es une entrepreneuse aguerrie, peux-tu nous raconter un petit peu, tu vois, ton parcours, ce par quoi t'es passée? Je pense que tu as dû vivre des vagues, des downs, des ups. Moi, j'aimerais bien savoir aussi déjà le point de départ de tout ça, tu vois, parce que je connais pas trop ton parcours d'avant. Okay. S'il y a eu un avant, genre qu'est-ce que tu as fait, à quel moment tu as fait le switch et pourquoi? Est-ce que tu t'es entourée? Est-ce que tu étais seule? Quelle était ta mission de départ? Tu vas vraiment comprendre un petit peu ce qui a fait que tu t'es lancée. Et puis ensuite, le parcours, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant toutes ces années que tu as vécues avec The Bee Boost? Vaste question. J'ai combien de temps devant moi? Vas-y, tu peux y aller là. T'as le time. Je pense que tout a commencé en à peu près 2013-2014. J'ai arrêté mes études parce que j'en avais marre à cette époque-là. Et je suis partie 1 an à New York. Parce que j'étais fan de Gossip Girl. Je ne cherche pas d'autres réponses que ça. Voilà. Alors, petite parenthèse, que je suis obligée de rebondir là-dessus. Sache que tous les hivers, shame on me, je me refais toutes les saisons de Gossip Girl. Eh ben écoute, on est à une vie à peu près similaire. Mais non, Sandra, je peux te le dire. Ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on se moque de moi en général? Pas du tout. Bon, par contre, Team Chuck ou pas? Mais évidemment. Bon, d'accord. Évidemment. Non, c'est ça, Team Chuck, toi aussi. Oui, bien sûr. Qui d'autre? Sinon, je pose le micro, je m'en vais. C'est clair.
Donc, je voulais partir à New York parce que c'était mon rêve de petite fille. J'étais fan de Gossip Girl. Bref, je suis un peu partie avec mon sac à dos. Long story short, là-bas, je termine par trouver un stage au bout de 2-3 semaines. Comme retoucheuse photo dans un magazine de mode sur place. Je ne connaissais rien à la retouche photo dans le sens professionnel du terme, mais j'étais photographe avec des gros guillemets, mais je faisais des photos depuis 1 ou 2 ans et j'adorais Photoshop. Limite, ça me saoulait d'aller faire des shootings photos. Par contre, le côté de la retouche après, tu kiffais. Je surkiffais. Et donc, quand quelqu'un m'a dit, j'ai vu une annonce qui disait je recherche une retoucheuse photo pour un magazine mode pro, je fais oui, bien sûr. Moi, je suis retoucheuse photo. Alors que pas du tout. Et du coup, j'y suis allée, j'ai postulé par un miracle. L'univers, je ne sais pas, j'ai été prise et j'ai commencé à bosser là-bas et j'y suis restée 1 an. Alors très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout le niveau requis en termes de professionnalisme, de compétences même, de savoir-faire, etc., d'expertise pour être retoucheuse photo. Mais là, je me suis dit, plutôt que de me laisser démonter par ce truc-là, autant me former et apprendre sur le tas. Et je crois que c'est là où j'ai acheté ma toute première formation en ligne. Donc, il faut imaginer qu'on était en 2014. Ça n'existait pas, tu vois, les plateformes de formation en ligne, etc. Et les personnes qui étaient les meilleures en retouche photo à cette époque-là, c'était les Russes. Et en fait, j'avais acheté une formation à un Russe. J'avais fait un virement bancaire ou un virement PayPal, je ne sais plus. J'avais reçu un lien d'un dossier Dropbox où il y avait 3-4 vidéos mal filmées à l'intérieur, etc. Évidemment, c'était en russe. Je ne comprenais mais rien du tout. Mais du coup, je recopiais les gestes qu'il faisait à l'écran. Avec la souris, etc. Parce que tu sais, c'est un mode tuto, quoi. Tu suis l'explication. Et j'ai appris comme ça, et je faisais ça la nuit, le jour où j'étais dans mon stage. Et en fait, j'ai progressé hyper vite, et je me suis dit, mais c'est un super métier. Et la donnée que vous n'avez pas à l'époque aussi, c'est que j'étais en couple, quoi, avant de partir à New York. Au bout d'un an, mon copain de l'époque m'a dit, tu restes ou tu pars ou... Qu'est-ce qui se passe? Je t'attends pas. Voilà, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là parce qu'on m'avait proposé un visa pour rester dans le même magazine. Et je me suis dit, j'adore la retouche, mais je suis pas obligée de le faire à New York. J'ai envie de tester cette relation. Finalement, vous avez le spoiler, ça ne s'est pas... ce n'est plus une relation en cours, en tout cas. Et je suis entrée en France. J'ai bossé 6 mois comme caissière à Monoprix juste pour mettre un peu d'argent de côté parce que j'avais plus d'argent à cette époque-là. Et je me suis lancée au bout de 6 mois comme retoucheuse photo. Spécialisée dans tout ce qui est le domaine de la mode, de la beauté, du luxe, etc. Et puis franchement, ça a bien fonctionné assez rapidement. Ça a assez vite décollé. Et puis, j'ai fait ma carrière là-dedans pendant 5-6 ans. Donc ça, c'était avant The Bee Boost, toute une carrière dans l'image. Mais tu vois, je savais pas, c'est fou, c'est incroyable. C'est hyper précis, tu vois, retoucheuse photo, c'est pas commun. C'était très niché à l'époque. J'en avais pas conscience, mais très niché. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que souvent, j'en parle pas assez, mais que... Les moments où j'aime bien raconter cette histoire, c'est pour montrer qu'il y avait un avant The Bee Boost et que je ne suis pas devenue entrepreneuse en étant coach business. J'ai été entrepreneuse avec un business avant ça. Un business, du coup, c'était de freelancing, mais j'ai su ce que c'était la prospection, le fait de gérer sa société, etc., avant de pouvoir devenir coach business. Et la transition s'est faite qu'à un moment, je recevais beaucoup de questions sur Aline, comment tu fais pour avoir autant de clients parce qu'il y avait presque une liste d'attente, les missions s'enchaînaient. Je tournais entre 10 et 13 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça fonctionnait vraiment très bien. Et moi, je vivais ma meilleure vie, je recevais beaucoup de questions. Et donc, les gens me demandaient beaucoup de guidance par rapport à ça. Et en fait, j'ai ouvert un blog, un peu du jour au lendemain comme ça, que j'ai appelé The Bee Boost. Pour la petite histoire, The Bee Boost, à la place, ça devait s'appeler le Blog Booster. Oh waouh, t'as bien fait d'appeler The Bee Boost. Voilà. Grâce à Dieu, le nom était pris. Et donc, en fait, j'ai joué avec les contractions, etc. Ça donnait The Bee Boost. Et à la base, comme c'était juste un délire que j'ai fait un peu en quelques heures, au détour d'une nuit, parce que je savais pas trop quoi faire, etc. Je me dis, je m'en fous, The Bee Boost, ce nom-là ne m'évoquait rien, mais il n'y avait pas d'enjeu, en fait. Donc, j'ai juste pris le nom de domaine et j'ai créé le blog, j'ai créé quelques articles et j'étais contente. Sauf que quand on est entrepreneur, on se retrouve très vite emballé par nos propres projets. Je me suis retrouvée à taper sur Google comment faire connaître son blog, blablabla. Et je me suis prise d'amour pour tout ce qui est marketing digital, etc. Tu vois, j'ai découvert Pinterest, Instagram, alors qu'avant, j'avais jamais mis les pieds dessus. Et tout a commencé de là, en fait, vraiment. C'est trop bien. J'avais pas du tout cette partie-là de ton parcours et ça fait vachement sens avec du coup ton expertise aujourd'hui et celle par laquelle tu as commencé. Et je comprends mieux pourquoi ton site était aussi canon. Maintenant, c'est bon. Ça me rassure. Je disais, putain, mais c'est un truc de malade quand même. Mais t'avais une vraie expertise là-dedans, quoi. Oui, puis même avant ça, mon diplôme, c'est que je suis diplômée, je suis assistante de productrice d'une école de cinéma et d'audiovisuel. Ah, waouh. Donc, c'était toute la partie à la fois tournage, etc., image, son, montage, j'ai des compétences là-dedans, mais aussi dans toute la partie gestion de projet, financement, etc. Donc, j'avais déjà un peu ce background quasi audiovisuel qui fait que
il y avait des choses que je ne découvrais pas quand j'ai voulu, par exemple, tourner ma première formation, lancer mon podcast, Ah ouais, etc. d'accord. C'est trop bien. Ça a dû vachement t'aider. Ouais. Franchement, ouais. T'étais confiante, quoi. Tu savais ce que tu faisais, quoi, comparé à moi, par exemple. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, quand je vais me filmer toute seule et tout, c'est vraiment pas mon fort, quoi. Bah, ça donne on va dire, ça donne un avantage de départ, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, clairement. Trop bien, trop intéressant. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce que tu fais le switch en mode, OK, The Bee Boost, ça va plus être un blog, mais ça va être une entreprise ? Alors, ça s'est pas fait tout de suite. Pendant 1 an, c'est resté juste un blog et j'ai continué à être retoucheuse freelance à côté. Tout se passait très bien, ça me passionnait. Le jour, j'étais retoucheuse photo. La nuit, j'étais blogueuse sur The Bee Boost, Instagrammeuse et compagnie. Et en fait, vraiment, ça se passait trop bien. J'adorais ma vie, je bossais énormément, mais je mangeais, respirais, buvais l'entrepreneuriat et ça me hypait. Je me souviens de matin où je pouvais me lever et je dansais tellement j'étais heureuse dans ma cuisine toute seule. Bien. Voilà. Trop bien. La belle époque. Non, mais c'est tu l'es encore ? Tu es encore heureuse ? Oui. Oui. Après, on pourra en parler après, les choses évoluent aussi, mais oui, bien sûr. Et à un moment, j'ai commencé à recevoir des personnes qui me demandaient de les accompagner, en mode « je veux faire la même chose que toi ». Ou alors « je veux que tu m'accompagnes personnellement, que tu me coaches ». J'ai commencé à le faire gratuitement pour 3 personnes, parce que je crois beaucoup en la force de faire gratuitement au début, pour se faire la main, pour se faire la patte, pour se construire un réseau, et après pour pouvoir avoir ses premiers clients payants en ayant déjà un petit peu d'expertise. Tout à fait. J'ai accompagné ces personnes, ça s'est bien passé, j'ai reçu de plus en plus de demandes, j'étais trop contente et je commençais à me dire, mais il y a peut-être une opportunité à développer, peut-être que je pourrais faire une transition de métier. Et en plus, à ce moment-là, la retouche photo, j'en avais un peu fait le tour et je commençais à avoir des petits problèmes d'éthique par rapport à ça. Moi, j'ai 2 petites sœurs et de faire partie de ces personnes qui, même à leur toute petite échelle, contribuent à renvoyer une image de la femme et de la société qui n'est pas toujours celle qu'on aimerait voir. C'est clair. Et j'ai des exemples. À un moment, je bossais pour une grosse marque de luxe dont je tairai le nom, mais où, en fait, l'image était magnifique, mais c'était la tête d'une femme, les bras d'une autre et les jambes de l'autre femme, mais dans une autre position. Enfin, ça a été une image recomposée. Et en fait, toutes les images sont comme ça, tu vois, aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le genre de choses, on s'en doute pas, tant qu'on n'est pas dans l'arrière-coulisses. Jamais pensé ça, ok. Et je me disais, est-ce que vraiment ça a du sens ce que je suis en train de faire ? J'adore. Techniquement parlant, mon métier, je l'adorais. J'en garde encore de très bons souvenirs, mais éthiquement parlant, je commençais à avoir envie d'autre chose. Et puis je m'épanouissais et je kiffais tellement The Bee Boost que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit saut à faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un pivot à tenter ? Et je me rappelle que c'était... j'ai fait un séminaire de dev perso de Franck Nicolas au mois d'avril 2019, où il nous a remonté comme des coucous, comme pendant n'importe quel séminaire de dev perso. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, j'arrête tout. je passe à je change de vie. Voilà, exactement, je change de vie. Et en fait, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Donc au mois de mai, je dis à tous mes clients, j'arrête tout pendant 3 mois. Je tente de me lancer à temps plein sur The Bee Boost et puis ça marche pas, je vous recontacte dans 6 mois. Donc je m'étais donné juin, juillet, août, donc 3 mois d'été pour un peu tout refaire le business, le structurer bien, etc. Parce que c'était juste un compte Instagram, un blog et puis quelques épisodes de podcast quand j'avais le temps parce que j'étais pas du tout régulière à ce moment-là. Et je me suis dit, du coup, septembre, je lance mes accompagnements de manière officielle. J'ai tout préparé pendant 3 mois et j'ai lancé en septembre et j'ai jamais fait marche arrière parce que dès le mois de septembre, je crois que c'était 5 ou 6 000 euros de chiffre d'affaires de coaching vendu, donc trop contente. Tu le vendais à avec combien ça. Ton coaching au début c'était je crois que je vendais 300 euros les 3 séances, un truc comme ça, et mon package le plus cher c'était 20 séances à 2 000 euros. Et il était parti dès le premier mois, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait un beau chiffre d'affaires. Ouais. Donc je me souviens encore de la personne qui m'a fait confiance, donc merci Anne, si un jour tu tombes sur ce podcast. Moi aussi, ma toute première cliente c'est Anne. C'est vrai ? Oui, enfin c'est vraiment... J'espère que c'est pas la même. Peut-être. Mais oui, on s'en rappelle toujours de nos premières clientes. Mais c'est surtout les premières clientes et les premières clientes qui nous ont fait confiance aussi, alors que... il y avait peut-être d'autres personnes qui auraient été mieux qualifiées ou plus rassurantes en fait dans leur background à cette époque-là. Ouais. Mais voilà, donc très contente, ça se passe bien. Petit creux les 2-3 mois qui ont suivi où là j'ai refait, on va dire, un élan de foi où j'ai vendu tout mon matériel photo pour recomposer une trésor de quelques milliers d'euros. Bah oui. Et après c'est bon, c'était parti à partir de là. Quelques mois après mon lancement et mes premiers coachings, j'ai eu à nouveau un gros cas de conscience. C'est parce que je me suis rendu compte que quand j'accompagnais, on touchait très vite à la psychologie, aux peurs, etc. Et là, je me suis dit, je suis empathique, mais je ne suis pas outillée pour faire ça. Donc, je suis partie en école de coaching. Et pendant 2 ans, j'ai fait une école de coach au Québec. Donc, c'était un parcours majoritairement à distance. Et du coup, je suis devenue coach diplômée en parallèle de tous mes accompagnements aussi. Pour beaucoup me rassurer, mais aussi assurer le meilleur accompagnement à mes coachés à l'époque. Ça continue à se développer, ça continue à se grossir. Arrive le moment fatidique que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, où on commence à avoir plus de demandes qu'on peut vraiment emporter. Je me souviens de périodes où
Je voyageais beaucoup parce qu'à l'époque, je faisais 3 mois à l'étranger, 1 mois à Paris, 3 mois à l'étranger, 1 mois à Paris. Non. Donc j'ai fait un peu mon petit tour de la place publique. J'allais beaucoup aux États-Unis, j'adorais. Mais c'est trop bien. Et à un moment, en fait, j'avais genre 16 coachés en même temps. Donc ça fait 16 séances de coaching la semaine. En mentorat one-one, hein. Ouais, voilà, exactement. Et je sentais que je perdais en efficacité, etc. Ah ouais. Donc en fait, je me suis dit, j'arrête. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de packager toutes mes connaissances. Et pour les personnes qui n'ont pas le budget pour un one-to-one ou alors qui ont juste envie d'avoir accès aux connaissances, je vais lancer un coaching de groupe. Donc c'était pas une formation en ligne tout de suite, mais c'était plutôt un coaching de groupe où j'accompagnais 10 personnes pendant 3 mois sur une promesse de transformation qui était d'apprendre le marketing digital, de faire décoller son business. Et c'est là où j'ai lancé mon premier coaching de groupe qui n'avait pas de nom, qui s'appelle le coaching de groupe. Voilà. Ça me fait pareil. Moi, j'ai commencé avec 10 personnes et ça s'appelait le coaching de groupe. C'est ça. Donc, petit message à toutes les personnes qui pensent qu'elles doivent avoir un nom et un branding pour leur premier projet. Pas du tout. C'est vrai. J'ai lancé ce premier coaching de groupe en janvier 2020. Mars 2020, on était en live tous ensemble puis on a vécu notre meilleure vie. Attends, t'as lancé ton premier coaching de groupe en 2020 ? Ouais. C'est fou, j'aurais dit avant. Attends, 2020, c'était le Covid ? Oui, c'est ça. Okay. Mais non, parce qu'avril 2019, je dis j'y vais à temps plein. Septembre 2019, non, mais oui, voilà. complètement. Je sais pas, dans ma tête, je sais pas. Voilà. Bref. Et du coup, j'ai fait le coaching de groupe numéro 1 pendant le Covid, coaching de groupe à la suite numéro 2 avec 20 personnes cette fois-ci, aussi pendant le deuxième confinement. Et en fait, très vite, je me suis dit, OK, il y a de quoi faire une formation en ligne. Et donc, sur la fin du deuxième coaching de groupe, donc l'été 2020, j'ai filmé, enregistré toutes les vidéos. J'ai construit ma formation en ligne, j'ai fait mon tout premier lancement en septembre 2020. Voilà. Incroyable. Du gros programme aujourd'hui que j'ai toujours qui s'appelle la BSB Academy, qui est mon gros programme signature d'accompagnement, etc. Et ça a cartonné. Ouais, ça a cartonné. Dès le premier lancement, je crois que j'ai fait 250 ou 350 ventes, je sais plus. Non, c'était 250 ventes. Voilà. C'est un truc de malade. Franchement, c'est impressionnant, quoi. C'est le parcours storytelling que je raconte, hein, avec les grands temps forts. Mais quand même, tu vois. Et ce qui était audacieux, moi, je me souviens que j'avais vu que tu faisais un lancement par an. C'est ça. Et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible de planifier un seul lancement par an ? C'est quand même... moi, ça me ferait trop flipper, tu vois. Et toi, je sais que c'était à chaque fois une réussite de dingue et waouh, mais c'est hyper courageux, audacieux. Et puis surtout, je pense que ça demande une organisation de malade, quoi, pour tout planifier, la stratégie, les machins, l'acquisition. Je sais pas comment tu as géré ça à chaque fois, mais c'est impressionnant. Je pense qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui me hypait parce que j'avais pas envie de me farcir plusieurs lancements dans l'année. Je comprends tellement. J'aimais énormément à la fois cette effervescence d'avoir une promo avec des centaines d'élèves, mais qui sont chez moi répartis en petits groupes. Donc il y a quand même cette ambiance un petit peu classe d'école ou classe d'université. Mais j'adorais cette effervescence et j'adorais aussi la hype d'un lancement, en fait, Voilà, alors il faut savoir, hein, même si c'est un lancement que ça dure 10 jours dans l'année, c'est quand même 80% du chiffre d'affaires et puis c'est 4 à 5 mois de préparation en amont, tellement il y a des choses qu'on ne soupçonne pas qui se passent dans les coulisses pour que tout roule bien le jour J. Donc ça prenait quand même une grosse partie de mon année, mais j'adorais avoir tout mon focus sur un gros projet à court terme pendant une période de l'année, puis après pouvoir avoir les mois restants consacrés à l'accompagnement de mes élèves. Puis bien sûr, à côté de ça, il continue à y avoir le podcast, le compte Instagram, j'ai d'autres petits produits qui tournent. Après, j'ai monté un séminaire aussi. Donc l'année s'est remplie au fur et à mesure. Bien sûr. Mais ça restait quand même le point d'orgue de chaque année et j'adorais ce rendez-vous annuel. C'est incroyable. Et tu dis j'adorais parce que tu fais plus comme ça ? Parce qu'en fait, là, en 2025, c'est la première année où je vais pas faire ça. Je vais changer un petit peu de business model parce que maintenant, il y a 2 entreprises à gérer. Ce qui fait que je ne peux plus être monofocus sur une seule entreprise pendant 4 à 5 mois. Ce serait dangereux pour la seconde. Je pense que maintenant, j'ai une vie perso, le lapsus, qui s'est reconstruite aussi à côté, qui fait que j'ai peut-être moins envie de passer 14 heures de travail par jour, 7 jours sur 7 pendant 5 mois. 7 jours sur 7 c'est comme ça que tu fonctionnais ? Ouais, pendant les premières années, je bossais vraiment 7 jours sur 7, mais vraiment avec bonheur, avec plaisir, jamais dans la contrainte. Okay. Mais avec le recul, là oui, je faisais des heures de ma boule. Mais je pense que c'est aussi ce qui a contribué à avoir des résultats rapides, tu vois. Mais c'est certain, parce que, en plus, j'avais écouté un épisode qu'on m'avait envoyé d'ailleurs, où tu racontais un lancement. Oui. Je sais plus quand c'est. Et chaque année, je débriefe mon lancement. Chaque année, tu débriefes. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, tu donnes tes chiffres, tu partages tout, en fait, tout ce qui se passe. Et je disais, putain, mais c'est un truc de malade. Franchement, ça m'a vraiment impressionné. Enfin, je crois que tu avais fait un lancement. Je sais pas si tu. Oui, du coup, tu donnes tes chiffres. Donc, ah oui, on peut citer tes chiffres. J'ai aucun souci avec ça. Je crois que c'était genre 3 millions. Tu avais fait un lancement à 3 millions. Non, j'ai pas fait le lancement à 3 millions. Ah ouais, j'ai fait un lancement à 1 million. Ah non, mais non, 3 millions. 3 millions. Bon, 1 million, c'est déjà un truc de malade. C'est déjà un beau tour de force. Et c'était l'année de mes 29 ans.
Et donc, j'étais très fière parce que je me suis dit, j'ai fait mon premier 1 million d'euros de CA sur une seule année, pas en cumulé, avant mes 30 ans, et j'ai trouvé ça assez cool. Enfin, ça fait partie de mon palmarès, quoi. C'est canon. Franchement, un lancement à 1 million, c'est waouh, chapeau bas. Franchement, bravo. Bravo, vraiment bravo. Alors, si je dois dire la vérité. Ah, vas-y. Le lancement, c'était 997 980. Voilà. Tu vois, genre, il manquait 2 ou 3 000 euros, mais bon, j'étais en mode, allez, genre, 1 million. Rien à faire, c'est pas grave, je dis 1 million. Mais bien sûr, attends, tu te rends compte, 997 000 euros. Genre, je crois que c'était à une vente près, j'étais en mode. Achète-la, prends une place dans ton académie. J'avais une nana de mon équipe qui m'a dit mais j'ai fait l'acheter juste pour qu'on passe c'est clair, juste pour screen le truc. Mais trop bien, franchement félicitations, c'est hyper inspirant. Je rebondis justement sur le fait que tu dis moi je bossais 7 jours sur 7, 14 heures par jour et je prenais énormément de plaisir. Tu t'es jamais retrouvée dans des périodes de surmenage où juste ton corps te lâche quoi? Tout le temps. Ah putain, thanks God, mais cette meuf est incroyable. Non, alors tout le temps c'est un peu exagéré. En fait, 2020, 2021 jusqu'à mi-2022, zéro problème. Super énergie, monofocus, zéro souci. Sauf que je pense que, 1, ce n'est pas tenable sur le long terme, et 2, déjà à ce moment-là, en fait, j'étais en train déjà de brûler un petit peu la corde. Sauf que quand t'as on va dire, le glaçage de la passion et de l'envie, en fait, tu te rends pas compte de ce que tu infliges à ton corps quand tu es trop contente de ce que tu es en train de faire et trop passionnée par ce que tu fais. C'est vrai. Et donc, je pense que je me suis un peu usée. Et en fait, mi-2022, ça a commencé à vraiment, vraiment tirer sur la corde. Quand j'ai lancé mon premier séminaire à l'automne 2022, je me souviens que ça s'était pas très bien passé d'un point de vue physiologique pour moi. Je tombais tout le temps dans les pommes, j'étais fatiguée de ouf, je pleurais H24 et tout. Quand j'étais sur scène, ça allait, mais en dehors, j'avais une espèce de toux chronique où je ne pouvais même pas parler sans me mettre à tousser comme si je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Alors, j'ai jamais fumé de ma vie. Enfin, vraiment, mon corps était dans un sale état, donc je m'étais un peu reposée après ça. Et puis, 2023 et 2024 ont été encore des années où je suis encore en train de chercher mon équipe pro-perso pour continuer à performer sans me brûler. Mais je pense que c'est un peu le combat de ma vie, ça. Voilà. Ben, c'est rassurant parce que des fois je me dis j'ai l'impression d'avoir une j'ai une petite santé, faut que j'arrête de le dire parce que mon corps le croit du coup, mais moi je sais que je suis souvent en surmenage malheureusement. En plus tu vois, moi j'ai un background anxiété généralisée, burn-out sévère, voilà tout ce qu'on aime, et des fois j'ai l'impression que c'est compliqué, tu sais, j'ai des petits vertiges, des petits trucs, des petits machins, et je sais que je dois ménager, j'ai l'impression des fois de me ménager comme une personne âgée en fait, tu vois. Genre quand je viens à Paris, j'ai même pas appelé mes copines. J'ai mes meilleures amies qui sont ici et je les appelle pas parce que il faut que je reste chez moi, que je mange dans ma chambre, que je me couche tôt. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois je suis là, mais pourquoi je suis comme ça moi? Tu vois? Je me dis pourquoi je suis pas une guerrière comme j'ai l'impression qu'il y en a plein autour de moi. Mais c'est rassurant de voir qu'on n'est pas seul quoi. Je pense qu'on est toutes comme ça, et même les personnes que je trouve les plus performantes sur les réseaux sociaux, ça en tout cas que j'ai la chance de connaître dans la vie à côté, je sais qu'il y a des jours où après elles passent 3 jours dans le lit sans même pouvoir se lever, elles ne le disent à personne, et après elles repartent de plus belle, et on se dit mais comment elle fait pour tout faire, tout gérer, être tout le temps de bonne humeur, mais en fait on ne sait pas qu'une fois par semaine la personne elle peut même pas ouvrir les yeux quoi. Putain d'accord, c'est donc, hyper rassurant. Je pense qu'on devrait en parler plus en fait. Ouais. Tu vois, je suis d'accord. J'essaye de sensibiliser de plus en plus. Alors, c'est pas le discours qu'on aime entendre. Puis, je connais pas ta personnalité par cœur. En tout cas, je connais que celle qui se dégage du podcast. Mais moi, je sais que tant que je me prends pas les murs, je comprends pas la leçon. Tu peux faire toute la prévention du monde que tu veux avec moi. Je suis en mode, ouais, c'est ça. Puis, je vais continuer à foncer, tu vois. Ouais. Et je pense que 2022, j'ai commencé à me prendre un petit mur. 2023, c'était déjà un gros mur aussi. 2024, en m'imposant le rachat. Alors, m'imposant, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais en tout cas, imposant à mon corps, à ma santé mentale, le rachat, alors qu'il y avait en fait pas la bande passante pour ça. Je me suis pris le mur de ma life. Et c'est là où en fait, j'ai dit non, c'est bon, ça va changer. Donc maintenant, c'est bon, j'ai compris ma leçon. Je pense que je suis un peu de la team mamie maintenant sur on va se coucher tôt, on prend des tisanes, on ralentit le café. Plus le choix, en fait. Mais oui. Genre, moi, je prends un verre de vin. Tu vois, je suis arrivée à Paris avant-hier. Bref, ma maman était là, on allait au restaurant, j'ai pris un verre de vin, mais je l'ai siroté, je buvais beaucoup d'eau parce que je sais qu'après j'enchaîne avec 48 heures de tournage. Enfin, tu vois, je fais hyper attention. Et même ça, tu vois, je me sens quand même fatiguée, même si je fais hyper attention. Donc c'est... Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ce truc de tant que tu t'es pas pris un mur, genre que t'as pas été... que t'as pas burné pour la 150e fois et que t'as été allongé pendant une semaine dans ton lit. Et même après, ce qui est dur, enfin, je sais pas comment toi tu gères les opportunités, mais moi j'ai du mal à dire non, en fait. Dès que j'ai une opportunité, là, j'étais pas du tout censée revenir à Paris avant, je sais pas, tu vois, mars ou avril. Opportunité, je reviens dans 2 semaines. Et j'arrive pas à dire non. Je me dis, non, je peux pas laisser passer le truc. Et en fait, c'est pour ça qu'on est tout le temps en surmenage, parce que tu te dis, putain, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Et donc, on est tout le temps à donf. Une expérience que je peux partager avec toi par rapport à ça, parce qu'évidemment, j'étais pareil. Et
l'année dernière, en 2024, j'ai 2 énormes opportunités que j'aurais voulu pouvoir accepter. Il y en avait une première, c'était une invitation de l'ambassade américaine à une soirée sur l'entrepreneuriat de la femme. Comment j'y vais direct. Et la seconde, c'était au mois de juillet, j'ai eu la régie de Bouygues Télécom qui m'a contactée parce qu'ils faisaient toute une campagne en interne sur la promotion d'entrepreneuriat au sein de leurs équipes. Incroyable. Et ils cherchaient des figures leaders pour ce genre de choses et ils m'ont fait une proposition qui était très bien payée. Aucune de ces 2 opportunités, j'ai pu la saisir tellement j'étais brûlée, fatiguée et j'étais dans un état où je pleurais tous les jours, où le moindre effort me coûtait beaucoup. Et en fait, je me suis dit, toutes les mini-opportunités où j'avais peur de dire non, que j'ai acceptées auparavant, m'empêche aujourd'hui d'accepter les opportunités auxquelles j'ai envie de dire oui. Incroyable, trop belle leçon. Oh, mon Dieu, je remets tout en question là du coup. Ah, c'est fou. Et comment tu t'es sentie après ça, justement le fait de ne pas avoir pu les accepter? Qu'est-ce que ça t'a... Enfin, comment t'as géré le truc, tu vois, les émotions par rapport à ça? Bah ouais. Non, mal. Bon, après, on se fait une raison. On se dit aussi que si on a refusé, c'était pas par... En fait, j'essaye d'être bienveillante avec moi-même et de me dire si j'ai refusé ces opportunités, c'est parce que écologiquement, j'aurais pas pu en fait. Ou alors, si j'avais pu, ça aurait été à la force du poignet. Et je ne pense pas que j'aurais été la meilleure intervenante ou la meilleure partenaire, etc. J'aurais fait les choses avec le minimum vital parce que c'était que ce dont j'étais capable à ce moment-là. Et en fait, moi, ça m'aurait encore plus brûlé. Et il y a de grandes chances que les personnes en face n'aient pas été très contentes de la collaboration parce qu'ils n'avaient pas en face d'eux le meilleur de moi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Ouais. Donc, bien sûr que je m'en veux parce que je vois tous les schémas qui ont mené à ça et je me dis, franchement, Aline, si t'avais été quand même un petit peu plus réaliste et que tu te serais un peu moins pris pour une superwoman, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. Mais je suis aussi bienveillante avec moi-même dans le sens où, bon, t'as fait ce que tu pouvais, t'as fait les bons choix pour la toi de l'époque. Et puis maintenant, il faut juste, comme on disait, en tirer les leçons et continuer à avancer et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Oui, mais c'est hyper intéressant. Et c'est surtout, tu vois, comment tu sais, parce que donc toi, tu as eu ces opportunités-là après, c'est des grosses opportunités, mais celles que tu as eues avant, tu as eu la sensation aussi que c'était des grosses opportunités. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment... Mais pas tout le temps. Hein. Ah, pas tout le temps? Des fois, tu y allais même si tu savais que c'était pas une... J'avais peur de dire non, j'avais peur de décevoir, j'avais peur. Et il y a toujours cette idée où on se dit, on sait jamais, tu vois, on sait jamais ce tout le temps, voilà. Tout le temps. Mais en fait, ces opportunités-là où on se dit, on ne sait jamais, peut-être que c'est un signal que c'est pas la bonne opportunité. Ça veut pas dire qu'on doit pas y aller, mais tu vois, de la remettre dans le contexte. Est-ce que j'y vais par peur de louper quelque chose ou par peur de ce qui pourrait se passer si j'y vais pas, ou est-ce que j'y vais parce que c'est tellement une opportunité de ouf que je sais que ça va me faire progresser? Et là, je pense qu'il y a... Je n'arrivais pas, en tout cas, à l'époque, à faire la barrière et la différence entre les deux. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus claire. Franchement, ouais. Bravo, parce que je pense que moi, j'ai encore du chemin à faire à ce niveau-là, tu vois. Je suis pas sûre d'avoir tout le temps le... Tu vois, je me dis, des fois, j'ai pas l'impression d'être con, mais tu sais, je me dis... réfléchis, tu sais, mais des fois t'arrives pas, genre pour toi c'est non, j'y vais, et puis t'as l'air d'être une fonceuse et moi j'ai un peu ce truc là aussi, tu vois, je fonce, tu vois, mais bien sûr j'arrive, même si c'est, tu sais, le truc est pas payé, pas machin, c'est pas grave, j'y vais, tu vois, enfin j'ai trop y aller et machin, et on sait jamais si là-bas tu rencontres la personne, tu vois, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Je ressens ça à 200% et ça l'est moins maintenant, mais je pense que c'était beaucoup aussi mon état d'esprit à l'époque. Et ça a donné plein de bons résultats. Oui. Hein, et un beau réseau et de belles opportunités et collaborations, on va pas se mentir. Bien sûr. Comment tu gères alors aujourd'hui ta vie pro-perso? Est-ce que tu as switché? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment ça se passe? Je me suis pas fait accompagner. Je pense que le switch s'est fait de manière naturelle et forcée, mais par le biais des expériences et des murs qu'on se prend. Je pense qu'à un moment, j'étais obligée, enfin de toute façon c'est bien connu, hein, le corps et le mental, quand tu veux pas lui faire la place, il se débrouille pour l'apprendre, même si c'est talité au lit pendant... Voilà, si t'as un passé de burn-out, je pense que c'est aussi peut-être ce que t'as vécu. Donc au bout d'un moment, le corps et ta tête t'imposent ce dont t'as besoin vraiment quand tu refuses de leur donner. Donc il y a eu ça. Et après je me suis dit, bon bah ok, voilà ce dont mon corps a besoin, maintenant je vais faire en sorte qu'on puisse communiquer lui et moi, être en équipe et pas l'un contre l'autre. Carrément. Ok, t'as besoin de X heures off par jour ou X heures de sommeil par nuit, bah, je vais me débrouiller pour te les donner. Et à contrario, tu vas pas m'empêcher de bosser la journée, s'il te plaît. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt écouter les besoins de mon corps, prendre le temps un petit peu de me reposer. J'ai pas envie de donner trop de conseils parce qu'en fait, je suis encore dans cette recherche d'équilibre. Tu vois, c'est encore très imparfait. C'est un constant travail en cours. Mais voilà, c'est essayer de composer au mieux, de trouver l'équilibre entre ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma tête et bien dans mes baskets et ce que j'ai aussi envie de faire au quotidien et d'analyser. Et ça aussi, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que c'est par peur du regard des autres, par peur de décevoir, par peur de dire non, par peur de louper une opportunité, par peur de devenir obsolète, etc. Est-ce que c'est par peur? Ou est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie d'y aller, parce que c'est un projet qui me drive et que je trouve ça trop cool? Trop bien. Et t'avais pas ce truc, ou peut-être que tu l'as encore, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir ce truc-là. Moi, je l'ai en tout cas. Tu vois, la semaine...
j'ai la sensation que si je prends un temps pour moi, une après-midi, 1 heure pour moi, tu vois, je culpabilise à mort déjà et je me dis, mon business va s'écrouler. Tu vois, si je suis pas en activité pour mon business, pour les locomotives, il faut que je m'agite, tu vois, parce que je me dis, en fait, je peux pas, et puis je culpabilise, je me dis, bah non, les équipes, elles ont aussi besoin de voir que je suis la locomotive, en fait. Hein. Je sais pas si toi, ça te fait ça, mais cette sensation que si tu ne fais rien, ou même en termes d'émotion, je sais pas si ça va te parler ça aussi pendant tes lancements. Moi, pendant mes lancements, je me mets dans un état émotionnel hyper dangereux, on va dire, parce que je suis en mode stress maximal, et si je ressens pas ça, si je suis en mode cool, je me dis, bah non, si je suis cool, ça va pas marcher, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, les croyances, j'identifie 2 croyances, enfin j'appelle ça des croyances parce que c'est ce que j'ai eu aussi. La première, c'est il faut que ce soit dur pour que ce soit efficace. Absolument. Parce que si c'est pas dur, c'est que je fais mal les choses et que je ne mérite pas, tu vois. Ouais. Donc il faut que ce soit dur pour que je mérite. Et la seconde croyance, c'est la moindre étincelle d'énergie que j'ai ou de ressources doit aller dans mon business. Sinon, c'est que je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce qu'on se raconte, mais dire la moindre micro-attention, étincelle que j'ai, punch, etc. Si je l'avais pas dans mon business, c'est que je mérite pas de réussir, peut-être. Peut-être. Mais j'avais ça aussi, ouais. J'essaye de m'en détacher. J'ai pas de solution miracle. Je suis encore Merde. Quand je la trouve, je te propose un épisode 2, j'aurais tout raconté. Grave. Et pendant tes lancements, toi aussi, tu te mettais dans un état de... Tu vois, genre émotion au max, stress, machin, et tout va là-dedans, quoi. Oui, puis un état de si je vais bruncher avec une copine en plein milieu de 10 jours de lancement. Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Tu crois que les gens, ils sont là pour payer tes vacances. Enfin, vraiment une espèce d'auto-flagellation assez violente. Mais grave. Ouais. Mais oui, moi, mes copines, elles comprenaient pas. Là, j'essaie un peu de me détendre là-dessus, mais ça, vas-y, je passe boire un café. On habite tout à côté, tu vois. Non. Non. Mais en fait, j'ai la sensation de pas en avoir envie. Et en même temps, je me dis peut-être ça me ferait du bien. Tu vois, j'ai jamais été dans la team des pauses café quand j'étais salariée. J'ai toujours détesté ça. Voilà. Du coup, j'ai ce truc où j'aime pas. Je sais pas que j'aime pas, mais je sais pas. J'ai besoin d'être focus, quoi. En fait, je pense que si c'est vraiment t'as besoin d'être focus, t'as pas envie, t'es très heureuse à rester chez toi, oui, dans ce cas, l'a fait, tu vois. Mais si c'est drivé par si je le fais, je vais me sentir coupable, ou je ne devrais pas le faire, c'est là en fait qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, de se dire pourquoi est-ce que je m'autorise même pas. Oui, c'est clair. Voilà, un salarié standard, même dans les plus grosses boîtes, même les plus grands postes du monde, potentiellement ils prennent des pauses et potentiellement le week-end ou le dimanche ils coupent. Pourquoi est-ce que même ça, nous, on ne s'autorise pas quelque chose que un PDG ou un COMEX du CAC 40 s'autorise? Non mais c'est clair. Alors que les gars gagnent 1000 fois mieux leur vie. C'est clair. Littéralement 1000 fois, quoi. C'est peut-être un truc de femme aussi, non? Je pense que c'est un truc de femmes, je pense que c'est un truc de femmes qui entreprennent, je pense que c'est un truc de... T'as des frères et sœurs? Oui. T'es l'aîné? Non. Ok. Moi, je suis l'aîné. Je pense qu'il y a un truc qui vient de là aussi, mais voilà, de gros syndrome de performance, de devoir tout maîtriser, tout tenir sur ses épaules, etc. Ah, mais ça de ouf. Mais ça, c'est très féminin aussi, je pense. Mais bon. Ouais, mais t'as raison. Mais j'ai une amie entrepreneuse qui est trop forte. À chaque fois, je lui dis, tu m'impressionnes, t'es mon rayon de soleil. Elle me dit, mais moi, limite, je m'ennuie à l'année, tu vois. Genre, et son business roule, mais du feu de Dieu, structuré de ouf, son entreprise et tout. Par contre, elle part de ouf en vacances. C'est un truc de malade. Ah, c'est génial, j'adore. Elle m'impressionne. Elle est super performante. Tu te reconnaîtras, je le sais. Là, on a tous envie d'être copines avec elle. Ouais, mais raconte-nous comment tu fais. Exceptionnel. Mais il y en a beaucoup. On en connaît plein des femmes qui ont une boîte qui tourne très bien et qui arrivent à avoir un business chill, qui répond à leurs codes, à leurs envies, etc. Et c'est pour ça que je dis, je pense que la performance doit être un choix et pas un devoir qu'on s'impose ou qu'on pense devoir s'imposer. Et vraiment, si on a envie de bosser 70 heures par semaine et d'être performante, encore une fois, c'est parce qu'on en a envie et pas juste parce qu'on culpabilise si on ne le fait pas. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est un peu mélangé. C'est toujours dur de savoir vraiment ce qu'on ressent. C'est dur, ouais. Quels ont été tes temps forts, Aline, pendant toutes ces années du coup d'entrepreneuriat? Temps forts ou des moments qui t'ont marqué, des rencontres qui t'ont marqué? Il y en a beaucoup aussi. Les premiers qui viennent en tête, c'est que je pense que chaque lancement a été un temps fort en soi. Parce que chaque lancement rythmé déterminait un petit peu, on va dire, la couleur de l'année qui allait se dérouler. Parce que généralement, je le fais sur le premier trimestre de l'année à venir. Les rencontres avec mon équipe, tout le monde est en télétravail, mais quand on arrive à faire des team building, c'est aussi des beaux moments. Les séminaires que j'organise en présentiel. Et je pense que, d'un point de vue rencontre, j'ai pas mal été ces 3 dernières années dans des masterminds entrepreneurs. Ah, trop bien. Voilà. Ok. Pour rencontrer, élargir le réseau, s'inspirer des techniques des autres, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur plein de points, à me challenger, à voir les choses différemment,
à être challengée aussi sur mes croyances, voir qu'il y avait des gens qui bossaient 10 fois moins que moi, mais qui avaient 10 fois plus de résultats aussi, ou alors qui se prenaient beaucoup moins la tête que moi, parfois dans le perfectionnisme, et que ça marchait encore mieux pour eux. C'est dur ça. Donc c'est une leçon d'humilité, moi j'aime bien. Ouais. Donc voilà, ça a été des beaux temps forts. Et après, je pense que côté perso, j'ai eu un autre temps fort qui était plutôt en 2023, là où j'ai décidé, après 7 ans de célibat, parce que j'ai été célibataire toute cette période de croissance business, j'ai décidé que j'avais envie de retenter une relation. Donc il y avait réapprivoiser la vie amoureuse quand on n'a pas daté depuis plus de 10 ans. Parce que voilà, ma relation avant était une relation longue. Donc en fait, j'avais pas daté depuis plus de 10 ans, j'avais jamais été sur les applications. Donc quand tu débarques à 31 ans ou 32 ans en te disant, comment ça marche ? Pourquoi il se comporte comme ça ? Pourquoi il fait... Enfin, il y avait tout un monde à réapprendre, donc ça a été une aventure. Je crois que 2023, c'était un side business pour moi. Ah, mais trop marrant. De réapprendre ça. Et puis après, voilà, de retrouver un couple, de se remettre en couple. Voilà, ça a été un gros temps fort pour moi. Un gros changement de vie. Et du coup, projet réussi ? Projet réussi. Puisque tu as trouvé ta moitié ? Oui. Trop bien. Et il est entrepreneur aussi ? Il est entrepreneur aussi, il est prestataire de services freelance, donc pas du tout sur les réseaux, connaît pas du tout notre monde. D'ailleurs, il m'avait fait beaucoup rire parce qu'il m'a dit, après notre premier date, je suis allée regarder tout ce que tu faisais sur les réseaux sociaux parce qu'il avait peur que je sois une entrepreneuse de Dubaï, un peu voleuse, arnaque au CPF et compagnie. Vraiment, mais ça se voit que t'es pas du tout comme ça quand même. Il m'a dit, écoute, je me suis pas occupée. On sait jamais. Voilà, exactement, j'ai dit d'accord. Trop marrant. Et tu montres un petit peu, tu parles de ta relation sur les réseaux, sur ton podcast ? J'en parle un tout petit peu, alors pas trop parce que déjà ça intéresse pas les gens plus que ça. Et puis détrompe-toi. Bon, et puis aussi c'est pas le propos de mathématiques de The Bee Boost, mais on a enregistré un bon épisode de podcast ensemble tous les deux. Trop marrant. Où on parle un petit peu de notre relation, de ce que ça fait d'être une femme entrepreneuse avec quand même une grosse entreprise à gérer dans le sens... alors c'est grosse pour moi parce que salarié, parce que gros chiffre d'affaires, parce qu'il y a toute une structure aussi à faire rouler derrière. Et comment ça fait d'être ce type de femme dans la vie professionnelle ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel type de femme on devient dans la vie privée ? Comment lui, il le perçoit ? Est-ce qu'il se sent menacé ou pas par ça ? Comment est-ce qu'il se positionne ? Enfin voilà quoi. Elle vient de me donner une idée là. J'ai trop envie du coup de faire un épisode avec mon chéri. Mais franchement, il y a beaucoup de... Alors, je digresse un petit peu, mais il y a beaucoup de femmes entrepreneuses qui me disent « Mais moi, j'ai du mal parce qu'en couple, en fait, quand je suis dans la vie de tous les jours, dans mon business, je dois être dans une énergie très d'action, de faire, de décision, de l'idée. Oui. Et elle dit, en fait, quand je suis dans mon énergie de couple, mon énergie de vie de famille, j'ai plus envie d'être cette personne-là. J'ai juste envie un peu, pas de me laisser porter, tu vois, mais d'avoir quelque chose, peut-être, moi, ce que j'appelle une énergie un petit peu plus féminine, où il y a être plus dans ses émotions, être... soutenu par l'autre, etc., mais pas de continuer à faire le chef militaire, en fait, dans la vie de tous les jours, Comment je me reconnais. Et ça, c'était une grosse discussion avec mon chéri aussi, parce que je lui ai dit, quand je suis dans le travail, je suis dans, alors moi, ce que j'appelle une énergie masculine, mais quand je suis dans le perso, j'ai besoin d'être dans une énergie féminine pour avoir mon équilibre, pour me sentir bien, épanoui, etc. Et lui, il a pu comprendre ça. Et du coup, on a un bon équilibre qui se développe autour de ça. Trop bien, c'est trop bien et c'est trop vrai ce que tu dis. Je sais pas si tu as eu ça aussi et c'est un sujet dont j'ai parlé il y a pas longtemps avec plusieurs entrepreneuses. Et je me suis sentie vachement moins seule parce que c'est un truc que je vis beaucoup. Cette dernière année, plus mon business grossit, c'est bizarre ce que je veux dire, et moins je me sens femme. C'est bizarre, enfin tu vois, moins je me sens... je sais pas, je sais pas comment expliquer. Est-ce que t'as ressenti ça à un moment donné ? J'ai envie de dire non. Parce qu'en fait, plus mon business a grossi, plus je me suis sentie femme, mais pas à cause du business. En fait, c'était deux trajectoires qui étaient complètement séparées et qui étaient très intentionnelles de mon côté. C'est-à-dire qu'au début de mon business, je pense que j'étais... alors, moi, encore une fois, j'emploie les termes d'énergie masculine et féminine. J'étais dans cette énergie très masculine de faire, action, où je me souviens, pendant toute la période de confinement, je me maquillais plus. Je prenais soin de moi pour de l'hygiène de base, mais je ne cherche pas forcément à me faire belle ou des choses comme ça. Et en fait, je crois que c'est à partir de 2022 que je me suis dit que j'avais envie d'être plus femme et que j'avais envie de me sentir plus femme. Oui. Et là, j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, à faire des choses au quotidien, même des petites habitudes pour prendre le temps de faire les choses, à amener plus de douceur dans ma vie, romanticiser un peu plus mon quotidien, etc. Donc après, il y a la définition, c'est la question que j'ai posée. C'est quoi pour toi être plus femme ? Moi, j'assimile ça à beaucoup de douceur dans le quotidien, un peu plus de lâcher prise, beaucoup plus de suivre son intuition plutôt que de suivre le plan d'action, etc. qu'on s'est fixé. Et je pense que quand tu arrives à instiller ça dans ta vie perso, en tout cas, moi, c'est un parcours que j'ai mené en parallèle pour essayer justement de ne pas me faire bouffer dans ce sens-là par le business. Trop bien. Franchement, c'est hyper bien. Et c'est vrai que, oui,
Là, j'ai l'air de prendre le temps parce que j'ai les ongles faits et tout. Mais... J'étais en train de regarder tes ongles, putain, je me disais, des ongles magnifiques. Merci, mais toi aussi, on a la même couleur en plus. Bah ouais, au début, j'étais en mode, est-ce que c'est le même que moi? Mais oui. Donc je te retourne le compliment, ils sont très jolis aussi. Mais ça, c'est... Enfin, ça fait juste 2 fois que je le fais, tu vois, c'est pas genre un quotidien, pas du tout. Et là, j'ai les cheveux violets-rouges, mais c'était pour un lancement. Oui, je vais très loin dans mes délires. Mais ouais, c'est intéressant et je pense que je pense qu'on a cette sensation, parce que je sais qu'on est beaucoup à se sentir comme ça, de se sentir moins femme, parce que beaucoup d'énergie yang qui se développe, mon côté colonel qui ressort. Et c'est vrai que des fois, t'as envie d'être une princesse, en fait. Moi, j'adore être une princesse aussi. Enfin, une femme où on s'occupe de moi, machin, tu vois. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ça au quotidien? Oui. Bon, en fait, heureusement, j'ai mon chéri. Et c'est pour ça que je trouve que ça serait une très très bonne idée qu'il vienne, qui me traite comme une princesse. Et merci infiniment. Et il sait aussi me remettre à ma place. Et c'est ça que j'aime. Mais oui, il prend énormément soin de moi parce qu'il sait à quel point c'est dur, le quotidien qu'on vit, mine de rien. L'évolution de la boîte nous dépasse parfois aussi. Donc ça, j'ai une chance de dingue là-dessus. Vous bossez ensemble sur la boîte? C'est récent, ouais. C'est tout récent, je l'ai intégré. J'en ai toujours rêvé. Tu vois, ça a toujours été mon dream de bosser avec mon mec. Et là, petit à petit, ouais, je l'ai intégré. Ça se passe très bien. Ah, mais trop bien. Ça fait plaisir. C'est trop bien. En fait, t'as l'impression vu que t'en parles tout le temps. De toute façon, on parle tout le temps de ton business. Enfin, moi, je bosse de chez moi et je pense que... Ah non, toi, t'as des bureaux? J'avais un bureau, mais je suis en train de faire marche arrière là. Je suis en train de revenir bosser à la maison. Et pourquoi? Tout simplement parce que le bureau, je l'avais pris parce que j'avais pas la fibre dans mon appartement quand je suis arrivée à Nice et que bosser sans fibre, c'est pas possible. Donc j'avais pris un bureau fermé dans un coworking parce que j'ai besoin de beaucoup de calme parce que j'enregistre des podcasts, je fais des appels toute la journée. Donc j'étais très contente, ça m'a aidée dans ma recherche d'équipe pro-perso justement. Mais là maintenant qu'on a changé d'appart, on a emménagé 2, on a un très grand appart, on a chacun notre bureau. Donc je suis en train de réaménager à l'intérieur de la maison un bureau pour moi et de quitter le coworking. Bah ouais, c'est exactement... Moi, j'ai essayé de prendre un bureau pendant 3 jours. Horrible. J'ai l'impression de retourner salarié. Et du coup, pareil, je vais faire un bureau chez moi. Ah, le bureau privé, c'est... je crois que c'est la meilleure chose du monde, quoi. Ah non, mais c'est clair. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Mais bref. Et tu as pensé à bosser avec ton chéri, toi? Écoute, c'est pas encore venu sur la table. Je pense pas que lui voudrait. Je pense pas que moi, je voudrais non plus. Ok. Pour le coup, j'aurais trop peur parce que je suis pas la même personne. J'aurais trop peur de me transformer en le démon. Ouais, c'est ça, en démon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me fait souvent, tu dis que t'en parles beaucoup. Moi, il me fait souvent la remarque qu'il a l'impression que je lui dis rien sur ce qui se passe dans mon business. Ouais, je suis très. Je me rends compte que je suis assez secrète là-dessus et que je suis très en mode le business c'est le business, le couple c'est le couple et que j'autorise pas de porosité entre les deux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il m'a fait le feedback il y a pas si longtemps que ça. Peut-être que tu veux le protéger aussi et pas parler que de ça tout le temps. Ça peut être aussi chiant pour l'autre. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi moi qui ai besoin d'avoir des espaces où le business n'est pas. Et que si je commence à en parler au sein de mon couple et que ça devient un sujet récurrent parce qu'il, lui, a sur un follow-up des conversations précédentes et que quand je déconnecte le soir, c'est pour réattaquer le sujet The Beboost. Le sujet The Beboost de la veille ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a aussi une manière, moi, de m'assurer d'avoir un cut, en fait, dans ma vie. Ah ouais, trop bien. Oui, c'est vrai que moi j'ai tendance, tu vois, à lui poser une question. Qu'est-ce que t'en penses par rapport... Parce que mine de rien, même si il n'est pas dedans tout le temps, il a quand même des bons conseils en tant qu'être humain, tu vois. C'est quelqu'un qui a intuitivement, c'est un bon guide, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien quand même lui dire t'en penses quoi, ou des opportunités. Je suis toujours contente de partager. Ah putain, il y a eu ça, il y a eu machin. Ah trop bien. Parce que justement, moi, la peur que j'ai eue, comme ça fait faire 10 ans qu'on est ensemble. Avant, j'étais pas là-dedans, et quand je suis entrée là-dedans, je me suis dit, il faut absolument pas que nos mondes se divisent. Tu vois, que moi je prenne un chemin différent et que lui il prenne celui qu'on avait pris ensemble. Et du coup, j'ai toujours eu ce besoin de faire le lien, en fait. Ça m'intéresse parce que c'est une discussion qu'on a eue assez récemment. Et du coup, lui, il l'a vécu comment? Quand tu lui as dit je veux faire le lien et je veux pas séparer les deux? Eh ben, alors, ça serait vraiment long. Il faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus, je pense, ou qu'on ait une conversation là-dessus. Mais il y a eu plein d'étapes parce que lui, dans sa vie pro, ça a pas été si facile, tu vois. Le moment où moi, ma boîte a explosé, lui, ça a été le contraire. Mais après, non, il le vit plutôt bien. Je pense qu'il a besoin, tu vois, de se sentir quand même pas de faire partie des meubles, tu vois, et de faire partie de l'aventure, mine de rien. Et je pense qu'on est content justement là, le fait qu'il fasse partie de l'aventure. Enfin, tu vois, il s'entend trop bien avec les nanas de mon équipe et même pour moi, mais je trouve ça ouf en fait. Tu sais, je vois les groupes, normalement il y a pas ton mec sur les groupes WhatsApp du taf, tu vois. Et là, toi, il est là. Ouais, c'est ça, c'est ouf.
Et là, il est venu, on a fait notre premier team building avec la team, il était là, enfin, tu vois, il est passé. Écoute, c'est très inspirant. Trop marrant. Ça donne des idées. Mais bon, c'est que le début. Hein. Je te ferai un topo dans un an, on va voir comment ça a évolué. Mais en tout cas, très heureuse pour toi que tu aies trouvé un chéri après donc des années de projets solo, toi avec ton bise. Très content que tu aies trouvé une moitié et peut-être que tu bosseras avec lui, qui sait, who knows. Bah, pas personne. C'est un truc que j'ai appris en ces années d'entrepreneuriat, c'est qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des projets d'ailleurs pour la suite divers et variés? Pas forcément des projets habituels, tu vois, mais des projets divers. Je pense qu'il y a des projets de continuer à faire grossir les entreprises, du coup, pour le coup. Après, ça va être aussi des projets un petit peu côté perso qui vont arriver tout doucement, mais j'ai pas de choses, on va dire, inédites ou exclusives ou hors du commun actuellement. Trop dommage. Je pense qu'il y a une grosse phase là de consolidation, de vie pro, vie perso, du business, continuer la croissance. Je sais pas si c'est quelque chose que... Je crois que toi, tu as une belle année 2024. Ouais. Il m'a senti voir passer. Elle a été un peu plus chaotique de mon côté. Donc là, je pense qu'actuellement, 2025 et les projets du moment, c'est on stabilise, on reconstruit ce qui a besoin de l'être et ensuite on repart en croissance. Trop bien. Bah, j'ai hâte de voir comment tu vas repartir. Est-ce que tu as un peu revu aussi ta strat sur les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai que les contenus ont beaucoup évolué. Oui. Moi, je me rappelle de tes contenus qui étaient... Il y avait énormément de valeur dans tes contenus Insta. Tu donnes beaucoup, en fait. Tu as toujours beaucoup donné. D'ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle donne? Et des fois, je me dis, mais comment elle le fait? Parce que c'est pas toujours facile de donner de la valeur et de trouver des sujets qui restent dans le même périmètre. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Et je trouve que tu le faisais très bien. Est-ce que, du coup, tu vas un petit peu partir sur une autre stratégie, communiquer différemment? Je pense que j'ai eu récemment un gros besoin de renouveau sur toute ma stratégie de contenu. Donc ouais, il y a plein de choses qui sont en train de changer. En tout cas, pour moi, c'est des gros changements. Bien sûr. Est-ce que ce sera perçu comme tel? J'en sais rien. Mais par exemple, le podcast qui est passé en format vidéo, on en parlait au tout début de notre échange. J'ai repris la main sur mon compte Instagram aussi. J'avais une content manager au sein de l'équipe qui était salariée pendant ces 2 dernières années, qui gérait 70% du contenu sur Instagram. Et en fait, il se trouve que la bichette, elle a monté son entreprise à côté, qui a explosé. Et du coup, elle m'a dit, je pensais pas, mais j'ai envie de démissionner pour aller tenter l'aventure à temps plein. Je me dis, mais vas-y, quoi, c'est trop bien, je t'encourage à fond. Donc, elle a quitté l'équipe et je me suis dit, mais en fait, c'est l'opportunité pour moi aussi de remettre les mains dans le cambouis. C'est vrai. Et retourne un peu aux origines, tu vois, de ce que j'aimais faire avant, parce que je me suis beaucoup trop déconnectée de la création de contenu, on va dire, ces 18 derniers mois. Ça m'a manqué. Je trouve que ça s'est ressenti aussi en termes de résultats, de choses comme ça, de liens avec l'audience. Donc voilà, passage du podcast en mode vidéo. C'est Aline qui reprend la main sur le compte Instagram et on va continuer aussi à peut-être un peu plus affiner aussi le contenu que je crée sur l'audience à qui j'ai envie de parler et pas juste les choses que je vis en ce moment, parce que des fois quand on grandit beaucoup, on a envie de parler des sujets qui nous touchent personnellement en ce moment, qui sont plus forcément peut-être alignés avec ceux de notre audience, et des fois je pense que je parlais de choses où mon audience dit t'es bien gentille Aline, mais en fait moi j'en suis pas encore là, quoi, tu vois. Ah, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Oui. Et en même temps, c'est compliqué de se brider, tu vois. C'est ça. Tu vois, on a envie de tout partager. Et oui, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler qui est notre cible et qu'on forcément, au bout d'un moment, on est détaché de ce que eux sont en train de vivre. Ouais, je pense un équilibre, c'est une part des choses à faire. Bien sûr, je continue à parler des sujets qui me touchent maintenant, mais ça n'est plus la majorité de mon discours. Typiquement, je parlais beaucoup dernièrement de management, de leadership, de scaler, d'investir, etc. Va parler de ça à un micro-entrepreneur qui se lance et qui galère à trouver son premier client. Il va dire, ça me concerne pas, en fait. Oui, c'est vrai. T'as investi d'ailleurs, tu fais d'autres choses avec ton argent? Enfin, est-ce que tu investis? T'as d'autres projets à côté? J'investis avec l'entreprise, alors sur des toutes petites choses type compte à terme, etc. quand t'as un peu de trésor excédentaire pendant quelques mois. J'ai un bien immobilier, je fais de la bourse aussi, un tout petit peu de crypto. Enfin voilà, j'ai un peu de placements à droite à gauche. Trop bien. Mais toujours de manière très... je sais que tu as pu échanger aussi avec Caroline. Oui. Je sais que moi, j'ai un profil investisseur très prudent, on va dire. Oui, pareil. Voilà, c'est des placements de grand-mère que je fais. Oui, mais tu sais quoi, du coup, je me suis abonnée à sa newsletter. Ah trop bien, ouais. Elle fait vraiment un travail extraordinaire. Ah ouais, franchement, c'est encore une fois chapeau, quoi. Mais il y a tellement de nanas extraordinaires. Merci Aline, c'était trop bien. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux transmettre aux filles qui nous écoutent? Ce que tu veux. Tu peux regarder la petite caméra du milieu et tu es libre de transmettre ce que tu veux. Tu te mets comme tu veux.
Je pense que le mantra qui me guide depuis que je me suis lancée, qui continue à me guider aujourd'hui, c'est cette phrase qu'on entend beaucoup, mais qui est tellement vraie, qui est « mieux vaut fait que parfait ». Et quand c'est trop ta phrase, ça. Ouais, je le dis tout le temps. Oui. Et en fait, je trouve que quand on apprend à lâcher prise sur le perfectionnisme et à se dire ça ne pourra jamais être parfait, même l'excellence n'est pas parfaite, l'excellence n'est pas perfection, en fait, c'est là où on arrive à s'autoriser à passer à l'action, même si on sait que avec le recul, on aurait pu faire les choses mieux. Voilà. Ouais, et c'est très important. Et c'est marrant parce que tu l'as dit plusieurs fois que, enfin, si je me trompe pas, tu as dit 1 ou 2 fois que tu étais perfectionniste. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que je l'étais pas, et a priori, je le suis. Et j'ai toujours dit oui, il faut passer à l'action rapidement, même si c'est pas parfait, machin. Et en fait, je me rends compte que je suis ultra perfectionniste sur certains trucs et que je perds beaucoup de temps sur des trucs pas prioritaires, et du coup je pense qu'en fait tu te le dis à toi-même et tu transmets ça aux autres, parce que c'est un truc, moi aussi j'ai besoin de me le dire pour me rappeler que, enfin bref, on s'en fout, je pars encore je parle trop. Merci beaucoup Aline pour ce rappel. En tout cas, les filles, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour celles qui regardent en vidéo, à laisser des commentaires, à poser des questions à Aline, à vous abonner à Aline, à liker cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais donnez-nous en tout cas un peu de force, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup Aline. Mais merci à toi, puis merci à toutes celles et tous ceux qui écouteront / regarderont l'épisode. Merci Aline, ciao ciao.